nous avons le plaisir de recevoir Giovanna Di Pasquale, physicienne au service de radio-oncologie et qui va nous parler de l'étude Venus-Shell, de ses résultats et aussi un aperçu des développements futurs. En introduction, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre Pelagia Tsutsu, médecin-chef du service de radio-oncologie du département d'écologie d'IHUG. Merci beaucoup, Dr Tsutsu. Merci. Merci de votre introduction, de cette opportunité de présenter le travail qui se fait au sein de notre service. Et merci également de me donner l'opportunité de parler de ma passion qui est le cancer du sein. Donc, vous savez que le cancer du sein concerne une femme sur 8. Une femme sur 8 sera diagnostiquée d'un cancer du sein au cours de sa vie. C'est la deuxième cause de mortalité chez la femme. C'est vrai que c'est une maladie qui était connue depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité. Et pourtant, ces dernières décennies, on a connu des progrès quand même formidables, des progrès remarquables par rapport à la prise en charge du cancer du sein. Nous avons pu diminuer la mortalité, ça c'est grâce au fait qu'on fait le screening, ça c'est grâce également au fait qu'on a amélioré le traitement. Et la radiothérapie, c'est un des traitements phares dans la prise en charge du cancer du sein. Donc historiquement, le traitement le plus important, c'était la chirurgie. À un moment donné, on a compris que la chirurgie, on pourrait quand même la désescalader en utilisant un deuxième traitement local, qui était la radiothérapie. Et cette radiothérapie nous a permis pas seulement de diminuer le contrôle, de diminuer les risques de rechute, donc d'améliorer le contrôle local des patients, mais également d'améliorer la survie des patients. Et cette radiothérapie, elle a pu permettre également de préserver l'organe, de préserver le sang. Donc la radiothérapie, comme vous pouvez le comprendre, a un rôle extrêmement important dans la prise en charge du cancer du sein. Pourtant, la radiothérapie, c'est un traitement qui a des bénéfices qui sont clairs, mais c'est un traitement qui peut être associé aussi à des risques, à des toxicités qui peuvent être aiguës ou tardives. Et ces risques, ces toxicités, nous, ce qu'on fait avec notre radiothérapie moderne, c'est qu'on essaie d'améliorer toujours la radiothérapie qu'on délivre en couvrant bien notre cible, donc en faisant ce qui est notre objectif premier, de diminuer les risques de rechute locale et d'améliorer la survie, mais également à protéger les tissus sains dans la mesure du possible. Donc on optimise notre irradiation afin d'irradier le moindre possible les tissus sains. Parce que quand on irradie les tissus sains, on peut avoir des effets secondaires aigus ou tardifs, dont les tardifs, la cardiotoxicité ou un cancer pulmonaire, par exemple. Maintenant, nous avons au sein de la radiothérapie moderne plusieurs différentes techniques qui nous permettent de faire ça. Tout d'abord, nous sommes capables maintenant, aujourd'hui, de personnaliser la radiothérapie. Nous sommes capables d'offrir même des irradiations partielles pour les patients qui sont à faible risque. Et puis, nous avons des techniques de planification, des techniques de délivrance de doses, des techniques de positionnement, telles que le PROM, ou des techniques de traitement en une position qui nous permet de maîtriser la respiration et qui nous permet d'éloigner le cœur de notre champ d'irradiation, qui nous ont permis d'apporter des bénéfices palpables au niveau clinique par rapport à la diminution des effets secondaires. Donc, Giovanna, elle s'est penchée sur cette irradiation en position prone. C'est une technique qu'elle va vous décrire. C'est une technique qui a certains avantages, elle a également certains inconvénients, dont le plus important, la question de la reproducibilité et du confort pour les patients. Et sa démarche a été de développer un outil qui pourrait nous permettre de mieux positionner les patients et d'avoir plus de reproducibilité et qui pourrait être utilisé pour l'irradiation du sang entier ou pour l'irradiation partielle du sang. Donc, je laisse la parole à Giovanna qui va nous parler de l'étude Venus-Shell. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paula, et merci à vous tous d'être venus ici. Je suis très contente de vous présenter ce travail qui a eu lieu dans les services de radio-oncologie grâce à le sponsor, la professeuresse Tsutsu, qui nous a donné sa confiance et nous a permis de faire cette étude. Comme vous pouvez voir, c'est une étude que je n'ai pas fait tout seul. Ici, vous avez juste les teams restreints des personnes qui ont aidé plus directement dans l'étude. Mais en effet, je veux remercier beaucoup de monde et vous allez voir à la fin un peu.
Alors, une petite présentation sur qu'est-ce que c'est la radiothérapie. En effet, quand un patient vient dans notre service, on doit décider, n'importe pas quel type de cancer soit, quelle est la position dans laquelle on veut les traiter. Cette position doit permettre de mieux traiter la zone cible, mais aussi éviter de traiter les autres organes. Alors, pour les seins, en effet, on a pratiquement surtout deux positions. La position ventrale, avec les patientes qui est allongée sur une table, comme celle-ci que vous voyez, avec un trou où les seins traités pendent à l'intérieur, ou la position sur le dos, qui est la position standard utilisée dans ces moments. Une fois qu'on a choisi cette position, on a acquis un modèle du patient avec une image CT, et à partir de ces modèles, nous allons simuler les traitements. Alors, vous pouvez voir qu'on peut... on peut toucher à des autres organes quand on veut traiter les seins en entier. Mais la chose importante après, c'est que chaque fois que la patiente vient pour son traitement, on fera des images pour assurer que les jours de traitement, elle est très près de ces modèles que nous avons. Autrement, nous allons risquer de ne pas traiter la cible correctement et de traiter les autres organes de manière pas correcte. Et ceci, on peut les faire jusqu'à 30 fois. Dans l'ordre d'une séance par jour. Alors, pourquoi j'ai découvert l'éperon et je trouvais que c'était très intéressant parce que ça réduit déjà la dose au poumon et les risques supplémentaires des cancers du poumon, qui est quand même très faible, peuvent être réduits juste en utilisant cette position par 70%. La chose très intéressante, c'est qu'on peut utiliser les IRM diagnostiques qui sont acquises dans cette position et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas utiliser parce qu'une fois que la patiente est sur le dos, les seins s'aplatissent. Et c'est même une recommandation de l'Association des médecins américains en oncologie de commencer à regarder à cette technologie, à cette façon de traiter, parce que ça peut améliorer les profils de toxicité. Alors, mais pourquoi immobiliser? Comme a dit la professeure tout-dessous, le positionnement est très difficile et peut prendre du temps. Comme vous pouvez voir sur ces images, qui sont des coupes à niveau du thorax, où on voit en partie les seins, les poumons, les cœurs, chacun a un sein différent. Et nous ne pouvons pas utiliser des systèmes de contention standards parce qu'on d'habitude on les moule sur les corps, on risquera même d'emprisonner les seins. Et comme elle a dit déjà la prof, l'éperon est inconfortable. Alors voilà, quelle est notre solution? Notre solution s'appelle Venus Shell. C'est une immobilisation mammaire personnalisée, imprimée en 3D, et IRM compatible qui nous permettrait de traiter les patientes en position ventrale. La nouveauté, c'est que nous avons inventé, idéé un concept de table transparent à travers lesquelles, pas uniquement nous pouvons voir comme la patiente est positionnée, mais avec un scanner de surface, nous pouvons imager la position de la patiente, les seins. À partir de cette image de scanner de surface qui n'a pas de radiation, on peut modéliser la coque, l'imprimer 3D et voilà, une fois qu'elle est disponible, elle peut venir combler. Du coup, c'est plus la patiente qui doit s'adapter à la table, mais c'est la table qui s'adapte à chaque patient de manière unique, comme uniques sont nos patientes. L'étude Venus Shell signifie validation des objets imprimés 3D, des coques imprimées 3D pour les seins en radiothérapie, et c'est une étude de faisabilité qui a eu l'approbation du comité éthique en octobre de les dernières années. Et le but principal de cette étude était de voir si on pouvait, avec l'aide de la coque, être plus rapide dans les prépositionnements, c'est-à-dire les moments qu'on positionne les patientes jusqu'à on dit on fait les scans parce qu'on a un CT scan en image pour vérifier la position. Les critères secondaires étaient de voir le confort, si on pouvait être plus précis, et si la patiente pouvait s'auto-positionner, et enfin, les processus de fabrication qu'on ne veut pas présenter aujourd'hui. Ça, c'est le schéma de l'étude. Alors, la patiente vient pour la première visite, on lui présente les projets, si elle est éligible. Un ou plusieurs jours après, elle retourne chez nous avec un consentement signé, et elle doit venir 2 fois en plus pendant son parcours. Et l'idée de cette étude était qu'on faisait tout avant qu'elle commence son premier jour de traitement de radiothérapie. Alors, quand elle venait la première fois, elle va s'allonger sur notre table prototype qu'on n'a pas ici.
on acquise les images, il y a un questionnaire de confort, après on allait modéliser, imprimer, faire tout un QA pour vérifier que la qualité de la coque était correcte. Et après, la patiente revenait pour faire 3 CT avec et 3 CT sans, avec un protocole de ultra low dose. Les premières CT d'insérer représentent la simulation. Et les 12 autres CT représentent la patiente qui descendait de la table et remontait, la possibilité de simuler qu'elle revient pour un traitement. Et à partir de ça, chaque patiente a son propre contrôle, avec au sens la coque, et on acquisait aussi des informations sur le temps, la précision et le confort. Alors, il y avait des critères d'éligibilité. Très rapidement, la patiente devait être majeure, être traitée pour une radiothérapie du sein. Et dans l'exclusion, voilà, si elle n'était pas capable de suivre les protocoles, incapable de comprendre qu'est-ce qu'on aurait demandé, mais surtout qu'elle n'avait pas des allergies au sparadrap, parce que pour pouvoir coller ou faire des dessins sur la peau, on ne voulait pas les faire directement, on utilisait des sparadraps, qu'elle n'avait pas des allergies au matériel utilisé, qu'en effet, c'est les matériels de vos claviers. Alors, c'est, je pense, extrêmement rare. Et vu qu'on a pris un de ces tables et on l'a cassé, modifié, on avait réduit les poids à 90 kg à la place des 150 autorisés. En image, qu'est-ce que ça signifie? 20 patients, on acquise une image jusqu'à une surface, ça c'est involontaire. On produit l'échelle et après la patiente venait, 3 CT avec, 3 CT sans ultra low dose. Et ça, c'est une image d'une patiente avec une prothèse mammaire. On voit qu'il y a 2 petites lignes parce qu'elles sont 2 positions différentes, on ne les voit pas. Et là, il y a la coque qui est très légère, du coup, on ne voit pas la coque, mais on voit que les seins sont soutenus parce que la prothèse, elle ne s'allonge pas, elle ne se déforme pas. Alors, les caractéristiques des patientes sont un peu les caractéristiques typiques de nos patientes. Juste, on avait plus de patients gauches traités pour un sein gauche qu'un sein droite, et avec des tailles des bonnets à 50% B et A et 50% un peu plus large. Du coup, c'était plutôt équilibré. Ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on faisait pour les scans de surface. Alors, désolée, je voulais cacher à la patiente, mais j'espère que vous comprenez. La patiente est allongée là. On a mis des sparadraps avec des éléments pour acquérir l'image avec ces scanners de surface et j'ai balayé les scanners de surface autour de la patiente. Là, c'est un vue des dessous de la table. On peut voir l'élément en plastique transparent qui permet de voir les bras, de l'ajuster, mais aussi d'imager cette partie du bras. Les patientes ont un petit questionnaire. Ils ont tous évalué la procédure très confortable. Et peut-être parce que nous avons vraiment privilégié le confort, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire d'utiliser les positions standards ABC des bras parce qu'on s'attendait que la coque puisse reproduire la position et qu'on ne doit pas trop dépendre de la position du bras. Du coup, on n'a pas demandé à les patients de prendre des positions inconfortables par rapport à leur opération, par exemple. Et ici, après, les patientes venaient, et ça, c'est une patiente qui a un cardiodéfibrillateur, et elle a fait des tests sans la coque et avec la coque. Alors, sans la coque, ça, c'est 2 images consécutives qu'on a prises, on a tout simplement fusionné, c'est-à-dire la table, elle est dans la même position, et qu'est-ce que vous voyez ici de différence, c'est que la patiente, elle n'est pas dans la même position sur la table. Et avec la coque, que vous pouvez voir là un peu en vert, elle est dans la même position. Elle est tellement bien dans la même position que nous, on aurait pu, avec un traitement, bien éviter, par exemple, les autres parties qu'on aurait voulu éviter avec plus de précision. En sachant qu'aujourd'hui, on passe du temps pour positionner les patientes afin qu'on soit comme ça. Ce n'est pas qu'on traite un patient comme ça. On n'a pas utilisé des marques sur les seins parce que la coque est là. Et du coup, on pourrait, par exemple, pas utiliser des marques indélèbles. Alors, les résultats, pour les temps de prépositionnement, il n'y avait pas de différence à utiliser la coque ou pas. C'était 2 minutes et ça ne dépendait pas, il n'y avait aucune corrélation avec l'indice de masse corporelle, la taille du bonnet, parce qu'en littérature, on dit plus le bonnet est grand, plus c'est difficile d'aligner la patiente.
et de combien les seins, en effet, pensent. Le confort est évalué aussi, s'être amélioré énormément. Il y avait 3 questions, entre autres. On demandait les patients de décrire où c'était les gènes, éventuellement, ça je ne vous les montre pas, mais en général, si ils avaient du mal, si c'était désagréable, ou ils avaient besoin de bouger avec ou sans la coque. Et on peut voir qu'il n'y a que 15% des patientes qui ont dit qu'à un certain moment, c'était un peu douloureux, mais juste un patient qui a dit qu'il avait envie de bouger encore avec la coque. Et ça, c'est très important parce que si vous bougez, on risque de traiter à côté pendant qu'on vous traite. Dans tout cas, aucun patient n'a préféré la position sans coque. Pour la capacité d'autopositionnement, les flux ressemblent un peu compliqués, mais en effet, c'est simple. On demandait à la patiente de s'auto-aligner sous la table avec la coque au sens. Les techniciens regardaient ces petits dessins qu'on avait faits à la peau du patient dans la première image, qui était notre référence pour les repositionnements. Et du coup, s'ils considéraient que c'était OK, on faisait l'acquisition de l'image. Si ce n'était pas OK, on demandait à la patiente de bouger, on la bougeait à la main. Et qu'est-ce qu'on a vu, c'est même si les patientes peuvent s'allonger sur la table avec les trous vides, ouverts, personne n'aurait pu dire « oui, je suis dans la bonne position ». Par contre, avec la coque, au moins une fois, 14 des 19 patientes, on a exclu une patiente parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de procédure dans l'acquisition d'images, du coup, dans la coque. Ces 14, au moins une fois, ils ont dit ouais, « je pense que je suis en position, je suis bien ». Et à chaque séance même, c'est-à-dire la 2e et la 3e test, 7 sur 19 patientes. Non plus, les techniciens, comme je vous ai montré tout à l'heure, devaient estimer si la position était bonne pour faire directement l'image ou ajuster les patientes. Et dans ces cas, les premières tests de repositionnement, quand les patients disaient « oui, je suis dans une bonne position », presque 50% des fois, les techniciens ont dit « c'est bon, on peut faire l'image CT, on n'a pas besoin d'ajuster les patientes ». Et la 2e fois, même cette valeur est augmentée, montrant que peut-être il y a un effet d'apprentissage des patientes en sachant comment se positionner. Nous n'avons pas fait des trainings à les patientes avant pour dire voilà, c'est la coque, c'est comme ça que vous devrez vous positionner. C'est même les patients qui nous ont expliqué comment expliquer à les autres comment ils devaient se positionner. Alors, on a beaucoup appris d'eux. Alors, concernant les positions, la position était extrêmement bonne. Ce n'était pas juste un aperçu du technicien qui disait la position, je pense qu'elle est bonne. L'erreur moyenne dans les translations, c'est-à-dire la patiente est plus à droite qu'à gauche, elle est plus crâniale vers la tête ou elle est un peu plus haut avec ses bras, l'erreur moyenne était de 2 cm sans utiliser la coque, juste des repères au dos. Aujourd'hui, on pourrait faire des repères sous les seins pour être plus précis, hein, on doit les dire en prône. Par contre, l'erreur maximum, c'est-à-dire d'une séance à l'autre, peut arriver jusqu'à 7 cm et avec la coque, on reste toujours millimétrique. Et même pour les rotations, c'est très important, vous pourrez avoir une rotation, vous pouvez bien traiter les seins, mais vous êtes complètement en position de rotation, par exemple un rôle, vous pouvez après, par rapport au plan original, traiter plus des poumons ou l'autre sein. Alors là aussi, on a montré que les erreurs dans les 3 axes, la rotation, les pitchs, les rôles, sont vraiment très très bas, moins de 0,5 degrés, et que les erreurs maximum d'une séance à l'autre pour certains patients peuvent être presque 3 degrés. Alors, juste pour vous faire devenir des believers, on a pris des exemples des différentes parties pour différentes patientes et on vous montre, comme je vous ai dit, si on prend des images, on les superpose sans faire des corrections, c'est-à-dire la table est dans la même position, est-ce que la patiente est sous la table dans la même position. 2 patientes avaient par exemple des clips chirurgicaux et on peut regarder, c'est une image fusionnée, hein, un sous l'autre, c'est en transparence. Du coup, vous pouvez voir qu'il y a un clip là, et là aussi, les 2 clips sont très très près. Et ça sans savoir ajuster la patiente. Et si par exemple, on ajuste des 1,7 mm pour faire la fusion parfaite pour cette patiente, on a une image CT ici, on a une image CT ici, on peut voir que les structures internes du
parenchyme mammaire suivent aussi très bien. Mais vraiment, c'est des positionnements, des mouvements très, très petits. Et enfin, comme on a dit, c'est important que les restes du corps soient aussi reproduits, parce qu'autrement, on cible bien, mais on prend aussi quelque chose dans nos champs, des radiations par rapport à notre plan de traitement. Et là, vous pouvez voir, on a les cas des 6 patientes. La table est toujours exactement dans la même position, mais vous pouvez voir, par exemple, un shift du cœur, mais les cœurs battent aussi, hein, c'est pas que ça. Ou il y a 2 petites lignes, parce qu'un, c'est une image, et là, c'est l'autre. Mais en général, vous voyez même les poumons, ça marche extrêmement bien. Alors, juste un petit change d'argument. Je voulais dire, on est dans les centres de l'innovation, que ce projet, c'est en effet un projet long qui a commencé déjà en 2016 grâce à un Startup Grant que j'ai reçu par l'Université de Genève et les HUG. Après, grâce à notre grant pour faire un autre travail, la fondation privée nous a acheté l'imprimantes et les scanners de surface. Et on a même gagné ici un des premiers trophées de la HUG Innovation Day, que les centres de l'innovation organisent. Les moments des changements par rapport à ces projets, c'était quand dans le Bio-Innovation Day, j'ai découvert le monde des startups et j'ai gagné les prix incubateurs. Et je me suis rendu compte que si on voulait aller plus loin, qu'on voulait que ces produits arrivent vers les patientes, on a besoin de savoir qu'on passait dans la science à les marchés. Et du coup, on a suivi un cours organisé par InnoSuisse qu'on a gagné. Il y avait une compétition à la fin de ce cours semestriel. Et on a pu demander un grant à Unitech pour pouvoir enfin faire cette étude clinique de faisabilité. Après Covid est arrivé, on a dû mettre tout en stand-by, mais heureusement, les dernières années, la professeure Stutzu a donné l'OK, tout était prêt, même si les services est en train de se transformer et les patients étaient super gentils à venir à des horaires certaines fois pas super faciles, mais tout le monde a joué les jeux. Et du coup, une société a été incorporée, un spin-off, pour vraiment passer de la phase science à la phase futur produit, pour que ce produit arrive à les patients. On a même présenté les premiers résultats à la Congrès suisse de radiothérapie où on a gagné la présentation des meilleures présentations orales. Voilà. Alors, pour finir, après, si vous voulez, on a la table ici avec des coques, mais ce ne sont pas celles que nos patients ont testées. On n'a pas le droit de les montrer et sont des prototypes de première génération. Les patients savent qu'on a utilisé des choses encore plus spécifiques. Alors, on peut positionner la patiente sous les ventres en 2 minutes avec Venus Shell. On peut offrir une position confortable qui améliore aussi la dignité de la patiente, parce que pas tous les patientes aiment être traitées sous les dos avec les seins visibles, exposés au regard. Les plus de confort amènent aussi à ne pas avoir besoin de bouger et le sein gardera sa forme pendant les traitements qui est essentiel pour un traitement de radiothérapie de haute précision. Même si on adapte un plan à manière journalière, pendant qu'on traite, on doit s'assurer que la patiente ne bouge pas. La position peut être millimétrique, du coup nous pouvons aller vers des traitements de radiochirurgie, on pourrait dire. L'autopositionnement est aussi intéressant parce qu'il y a moins de manipulation du sein par rapport à l'équipe de traitement, que ça rend aussi l'équipe heureuse. On n'a pas utilisé, alors on pourrait éviter des marques indélèbles sur la peau qui rappellent chaque jour l'expérience de la radiothérapie. Même si dans mon service, on a bougé pour enlever ça avec des autres technologies parce qu'on pense que ça pour les patients, c'est très important. Et les futurs, c'est d'aller vers une version certifiée pour pouvoir vraiment tester ça sur les patientes et faire de la radiochirurgie, des traitements de stéréotaxie avancés. Et pour conclure, je voudrais remercier avant tout les patientes, parce que sans eux, cette étude n'aurait pas eu lieu.
Et ils nous ont appris beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup appris parce que comme physicien médical, on est toujours derrière. Et parler avec les patientes, j'ai vraiment compris combien c'est difficile leur parcours, quels sont les enjeux et les problèmes qu'ils ont à vivre. Mais l'équipe de radio-oncologie, de mes collègues dans les services aussi, je veux tous les remercier, les dosimétristes, les physicists, les techniciens, parce que toujours ils étaient disponibles pour trouver un place, pour changer des horaires, et encore la professeure Stutsu, et la maintenance de radiologie qui nous a permis de modifier, changer les choses. En particulier, je voudrais remercier Angèle Duboulot, ma collègue qui est là aujourd'hui, merci. Elle m'a aidé à préparer les très colorés slides en anglais que nous avons présentés à le Congrès international de radiochirurgie à Milan, parce qu'on avait une présentation. Philippe Lacroix et les menuisiers de l'hôpital, le chef, qui nous a permis de faire les supports pour la table. Dardani Lazi, notre informaticienne, a géré tout qui était informatique, c'est souvent pas facile. Mais les infirmières et les secrétaires étaient aussi là parce qu'ils pouvaient dire qu'est-ce que la patiente pouvait avoir comme problème, comment est-ce que je pouvais aider, quels étaient les horaires, comment on pouvait changer, etc., pour toujours aider les patientes à participer à notre étude. Et bien des autres que je ne peux pas tous citer. Mais bien sûr, la Fondation privée des HUG, Unitech et les HUG, je dois les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas eu les financements pour faire cette étude. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, on va prendre quelques questions. Merci pour cette présentation. Le positionnement se passe mieux au système de Prône. Une question. Beaucoup de personnes maintenant en Prône font aussi des inspirations bloquées pour justement pallier au problème majeur du prône d'un cœur qui se colle contre la paroi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez testé dans ce système ou qui est prévu pour être testé. Alors, il y a de la littérature qui montre que les prônes en inspiration bloquée peuvent être supérieurs à la position sur les dos en inspiration bloquée. Alors, il y a quelques années, on avait fait un test et les softs n'auraient été pas capables de reconnaître cette position à la machine, mais peut-être qu'aujourd'hui, oui, ça a changé et on pourrait faire ça. On pourrait même adapter la forme de la coque à cette position d'inspiration bloquée parce que, bien sûr, les corps vont tout modifier parce que les scanners de surface ont la possibilité de faire des breaks, d'arrêter les scans et les reprendre. Alors, on pourrait même demander à la patiente de faire plusieurs inspirations, parce qu'on ne peut pas garder, ça prend 1 minute de faire un scan. Et vu qu'on a des petits repères, je ne sais pas si on peut regarder en arrière, les scanners vont nous dire si la position est identique. Voilà, ces petits objets collés. Et du coup, le moment que c'est dans la même position d'inspiration, on pourrait acquérir les scans. Et du coup, la coque peut-être pourrait même aider à dire que ça, c'est vraiment la bonne position parce que je suis confortable. Ça, c'est très intéressant à investiguer, en effet. Merci. Une autre question. On fait les traitements de sein, en tout cas de manière standard. Le sein, c'est la cible. Malheureusement, on a la peau qui devient très irritée. Souvent, quand il faut toucher, ça fait mal. Je ne sais pas comment ça se passe avec la coque. Situation-là, oui, tout à fait, c'est tout à fait correct. En effet, Venus Shell, c'est un coque qui est fait pour 3 à 5 séances pour faire de la partial breast irradiation stéréotactique. Dans cette laps de temps, on n'aura pas ces problèmes. Et nous sommes en train, comme Hero Support, en train d'imaginer une nouvelle coque qui permettra de traiter les seins entiers sans ces problèmes. Voilà. Merci. Non, pour l'instant, non. On doit sûrement chercher de l'argent parce que même pour faire une étude, on voudrait par exemple traiter les patientes, on rentre dans une classe différente et on a besoin quand même de 50 000 francs juste pour faire l'étude, en sachant que dans cette étude, les équipes, ils ont presque tous travaillé gratuitement. Voilà, on a même eu un aide externe. C'est pour ça qu'avec pas trop d'argent, je ne sais pas si vous avez vu, on a réussi à faire quand même une très bonne étude aux HUG grâce à la disponibilité de l'équipement, la présence des personnes. Mais ça serait bien. Bon, je pense
elle a démontré la faisabilité. Donc, maintenant, pour la phase 2, il faudrait voir. Je suis tout à fait d'accord, je partage que c'est une contention qui doit surtout être exploitée pour la radiothérapie stéréotaxique. Donc, partial breast irradiation et radiation partielle du sein. Je pense que pour la phase 2, le projet serait d'imaginer prone versus supine avec ou sans la contention, parce que l'utilité de la contention par rapport au positionnement, elle est démontrée. Mais pour faire ça, pourtant, il faut que le produit soit validé. Soit certifié. Oh, si c'est certifié, on rentre dans une catégorie différente, mais autrement, on a besoin. Voilà. Alors, on va travailler sur ça, disons. Merci. Quand la patiente a 21 séances à faire en fonction, est-ce que vous avez dit que c'est la même corps qu'on utilise quand la période elle est longue? Parce que moi, je l'ai eu il y a 10 ans de cela, où j'ai eu une ablation totale de mon sein. Il n'y avait pas ça. Mais je voudrais savoir, avec cette coque-là, on réduit le temps de séance dans le temps ou bien est-ce qu'on fait la même durée, mais moyennant on change de coque à des phases différentes? Je ne suis pas sûre que je parle tu veux répondre. Je pense que vous posez la question si ça modifie la durée du traitement. Pardon? La durée du traitement, elle n'est pas modifiée. D'accord. La durée du traitement dépend de la technique qu'on va utiliser. On peut faire des séances plus rapides ou moins rapides en fonction de la complexité aussi de notre planification. Ce que ce produit va apporter, c'est que la patiente va se positionner de manière plus précise et pas plus rapide. Tu n'as pas démontré. Non, mais en principe, c'est plus rapide parce qu'on n'a pas besoin d'ajuster la patiente. Oui, par contre, de manière plus précise et plus reproductible. Donc, ça va nous faire gagner en précision et ça va nous faire gagner en temps de positionnement. Et le temps de préparation entre l'ancienne méthode et celle-là, elle est plus précise. Les temps de préparation identiques. Si vous voulez, c'est par exemple 5 minutes de positionnement et 15 minutes le traitement. Donc, les 15 minutes de traitement, ça ne va pas changer. D'accord. 5 minutes de positionnement, si le positionnement est plus précis, déjà, pour positionner la patiente, on n'a pas de différence, on n'a pas démontré une différence. Mais si le positionnement est plus précis, après, effectivement, on fera moins de corrections. Donc, on va passer moins de temps à dire à la patiente, attendez encore un moment, on fait quelques ajustements. La durée de traitement en lui-même sera pas modifiée. Ça dépend de la technique qu'on va utiliser. La chose qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on passe vers ce qu'on appelle l'accélération des traitements. Pour certaines patientes spécifiques, on peut faire un traitement accéléré. Alors, par exemple, la professeure Estutzou, certaines fois, elle fait 15 séances pour certains cas, n'est-ce pas, à la place des 25. Mais quand on veut faire de la radiation partielle, on doit être très précis. Alors, pour réduire aussi les doses, faire moins de séances, c'est très, très important. Parce que c'est comme prendre un coup de soleil. Alors, si vous restez très longtemps au soleil, vous allez prendre un coup de soleil. Et si on prend un peu chaque jour de soleil, c'est un peu qu'est-ce que nous faisons avec la radiothérapie. Si on réduit le nombre des séances, alors la durée totale du traitement devient plus courte. Alors là, on doit être extrêmement précis. Merci. Merci. Moi, je ne suis pas. J'ai eu aussi un cancer du sein. Je n'ai pas eu besoin de le faire en thérapie. J'ai eu aussi le temps de.
Merci à vous. Je pense l'hôpital, hein. Oui, exactement. Je pense l'hôpital a bien compris ça. C'est très bien cette organisation des patients partenaires. Mais c'est clair que nous avons presque découvert certaines choses avec les patientes, le confort, la position. Et comme je disais tout à l'heure, je me souviens bien d'une patiente qui nous a expliqué comment on devait expliquer pour bien se positionner parce qu'on n'était pas suffisamment bravo. Et en effet, elle avait raison. Du coup, depuis ce jour-là, on expliquait différemment et c'était bien. Alors, voilà, certaines fois, vous trouvez des patientes qui ont aussi des capacités de management qui vont vous aider dans ce sens-là. Voilà. Ouais. Sinon, peut-être que je vous propose, c'est qu'on est un café de l'innovation, donc vous avez une machine à café qui vous attend, n'hésitez pas à nous faire un café. Et en même temps, on va profiter de ce temps pour venir discuter avec Giovanna Di Pasquale, avec la professeure Tsoutsousi, elle a encore quelques minutes, et de nous voir aussi ce magnifique prototype qui est là. En tout cas, donc voilà, au nom du service d'innovation de toute l'équipe, merci Giovanna. Merci à vous. Merci à tous.